Bonsoir, bienvenue sur la voix de Morgane, j'espère que vous allez bien. Je vais reprendre tout de suite la lecture de Au temps de la comète d'H.G. Wells. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à tout à l'heure. Merci encore. Quatrièmement, pendant la nuit, la fièvre, la douleur physique, la fatigue, peut-être aussi l'indigestion de mon souper de pain et de fromage m'éveillèrent d'un sommeil agité pour me mettre en face de mon désespoir. J'étais une âme perdue au milieu des chagrins, de la honte, du déshonneur, des mauvais traitements, des ruines irréparables. Ma rage s'en prit aux dieux que je niais et que je blasphémais. Ma fièvre, dû autant à la surexcitation de mes passions juvéniles qu'à la souffrance et à l'accablement, dressait devant moi l'image de Nettie, une image étrangement déformée et, dans les cauchemars qui m'assaillaient pendant les intervalles d'assoupissement, sa présence dominait ma misère. Son charme physique, sa grâce et sa beauté m'apparaissaient avec une intensité exagérée. Elle incarnait mon honneur blessé. Elle résumait tous mes désirs et tout mon orgueil. Et ce n'était pas seulement une perte que d'en être dépossédée, mais un opprobre. Elle me représentait la vie et toutes les joies dont je serais privée, et elle narguait en moi un être impuissant et vaincu. Mon âme s'élevait vers elle et, aussitôt, je retombais, la mâchoire endolorie, la tête lourde, foulée dans la boue par mes rivaux. Ma fureur s'exaspérait en folie. Je grinçais des dents. Mes ongles s'incrustaient dans mes paumes et si je cessais mes invectives et mes blasphèmes, c'est que les mots me faisaient défaut. Vers l'aube, je quittais mon lit et allais m'asseoir devant la glace, mon revolver à la main. M'étant ressaisie, je replaçais l'arme dans un tiroir et je fermais à clé et, à l'abri de cette sinistre tentation, je m'endormis pour quelques heures. De pareilles nuits d'insomnie et de misère n'étaient pas rares sous le règne du vieil ordre aboli. Dans quelque ville du monde que ce fût, pas une seule nuit de l'année ne se passait sans qu'à côté de gens qui goûtaient le repos bienfaisant du sommeil, il y eût ceux qui veillaient, plongés dans les dernières profondeurs de l'affliction et du désespoir. Et c'est par milliers que des malheureux, assaillis par les déboires et les maux de tout genre, aux confins de la folie, agonisaient au milieu d'un univers enténébré et dévasté, et songeaient à se délivrer du poids intolérable de l'existence. Le lendemain, je fus en proie à une morne léthargie, assis dans l'ombre de notre cuisine en sous-sol, le pied bandé, je m'abandonnais à mon rêve éploré et m'essayais à lire par intervalles. Ma visite projetée à Shakespeare était devenue impossible. Autour de moi, ma vieille mère s'occupait et le regard de ses yeux bruns suivait avec étonnement, sur mes traits, les ombres et les froncements silencieux de mes pensées. Je ne lui avais rien raconté de mes aventures, dont elle ne voyait que les effets. Simplement, de grand matin, pendant que je sommeillais, elle avait brossé la boue de mes vêtements. Ah, sans doute aujourd'hui on ne traite plus de la sorte une mère. Cela doit, je suppose, m'être une consolation. Et puis comment pourriez-vous imaginer cette petite pièce sans lumière, sale, sans ordre, avec sa table de bois blanc, son papier de tenture déchiré, les casseroles, les bouillottes groupées sur le petit fourneau bon marché, mais si peu économique, les cendres accumulées sous le foyer, le garde-feu rouillé où s'appuyait mon pied malade. Vraiment, jusqu'à quel point pouvez-vous même vous figurer le garnement hâve que j'étais, avec ses traits tirés, sa barbe de 2 jours, son cou nu, assis dans un fauteuil au siège de paille et active autour de lui, allant, venant, cette petite vieille timide, au tablier sale, rayonnant d'entre ses paupières plissées le muet dévouement de l'amour maternel.
Sortie dans la matinée pour faire emplette de quelques légumes, elle m'avait rapporté un journal à 1 sou, comme ceux que j'ai là sur mon bureau, avec cette différence que la feuille était encore humide de la presse, tandis que celle-ci, desséchée et raide, craque sous le toucher. Je possède encore l'exemplaire de cet organe, qui s'appelait emphatiquement le Nouveau Journal. Mais ses acheteurs, c'est-à-dire tout le monde, l'appelaient le Braillard. Ce matin-là, les colonnes étaient pleines de nouvelles sensationnelles, sous des manchettes plus sensationnelles encore, à ce point que je fus tiré de mes rêvasseries égoïstes par des préoccupations plus générales. Il n'était question de rien moins que de la guerre imminente entre l'Angleterre et l'Allemagne. De tous les phénomènes monstrueusement irrationnels de l'époque passée, la guerre fut certainement le plus fou. En réalité, elle fut peut-être moins malfaisante que d'autres maux de ce temps-là, que par exemple l'acquiescement général à la propriété individuelle du sol. Mais l'horreur des effets de la guerre était si clairement perceptible que, même dans ces jours de désordre étouffant, elle scandalisait. Les guerres modernes n'avaient aucune raison concevable. Les résultats en étaient nuls. Or le massacre et la mutilation de milliers de malheureux, la destruction d'un matériel incalculable et le gaspillage d'énergie inappréciable. La vieille guerre, dite barbare, avait au moins cet effet que la tribu qui y faisait preuve de supériorité physique et de discipline annexait les terres de sa voisine, confisquait les femmes, perpétuant et augmentant ainsi sa propre supériorité, transformant le développement de l'humanité. Or donc quelques modifications dans le coloris des cartes, quelques émissions de timbres-poste nouveaux et quelques volte-face dans les relations de plusieurs personnalités accidentellement en vue, ces guerres dites modernes n'avaient que des effets négatifs. Dans l'une des dernières de ces crises épileptiques internationales, par exemple, les Anglais, à grand renfort de dysenterie et d'exécrables couplets patriotiques, et en perdant environ 300 hommes sur le terrain, finirent par subjuguer les Boers de l'Afrique du Sud, à raison de quelques 3000 livres sterling par tête, alors que la 10e partie des frais de cette folle expédition aurait suffi pour l'achat de gré à gré de cette absurde pastiche de nation. Au reste, la substitution de quelques fonctionnaires à d'autres et l'accession au pouvoir d'un nouveau syndicat aussi corrompu que celui qu'il remplaçait furent les seules modifications amenées par cet immense effort. Ajoutons, pour être complet, qu'un jeune homme un peu exalté, habitant l'Autriche, se suicida à la nouvelle que le Transvaal avait cessé d'être une nation. Ceux qui parcoururent le théâtre de la guerre, quand tout fut fini, durent reconnaître que la population n'avait pas changé. Appauvrie sans doute, elle reprenait le cours de ses vieilles habitudes et de ses erreurs. Le noir se terrait dans son crâne misérable, le blanc dans sa bicoque laide et mal distribuée. Cependant nous autres, en Angleterre, nous voyions tout cela à travers le mirage des journaux et sous une lumière de folie. Mon adolescence, de ma 14e à ma 17e année, marcha au rythme de ce grand tumulte futile. Les applaudissements, les cris de la foule, les angoisses, les chansons patriotiques, les drapeaux qu'agitaient au vent des mains fébriles, les injustices dont fut victime le généreux Buller, la gloire de l'héroïque Duet, qui toujours s'échappait, car en cela consistait son héroïsme. Et il ne nous vint jamais à l'esprit que la population totale que nous combattions était moindre que la moitié de celle qui grouillait ici à l'étroit entre les limites des 4 villes. Mais, avant comme après ce stupide conflit, un antagonisme plus vaste prenait corps, s'affirmait lentement, silencieusement, comme l'inévitable. Échappant un instant à l'attention publique, il surgissait soudain sous une forme plus vive, ou étendait ses effets à quelques nouvelles provinces de la pensée. C'était l'antagonisme de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne. Il m'est vraiment peu aisé de me faire comprendre. Ce qui fut clair et facilement intelligible au père de la génération actuelle ne saurait être conçu par celle-ci sans un effort d'imagination rétrospective dont les éléments font défaut.
D'une part, voici 41 millions d'Anglais, dans un état indescriptible d'incohérence économique et morale, et n'ayant ni le courage ni l'énergie, voire l'intelligence, d'y porter remède, dans un état que personne n'osait analyser ni éclaircir. Et toute l'activité, tous les intérêts de ces Anglais sont inextricablement liés aux états d'incohérence variés de 350 millions d'individus épars sur la face du globe. D'autre part, voici contre nous 56 millions d'Allemands, dans un état de confusion sociale égal au nôtre. Cependant, les petits êtres bruyants qui rédigeaient les journaux, écrivaient des livres, débitaient des discours et prétendaient figurer en ces temps de démence mondiale le cerveau de l'humanité, s'ingéniaient à déterminer de fait les nations à consacrer à la préparation d'une guerre dévastatrice et ruineuse leur commune réserve d'énergie matérielle, morale et intellectuelle. Je suis forcée de vous affirmer ces choses, que vous y croyiez ou non, car elles sont d'une importance essentielle pour l'intelligence de ma narration, et je dois ajouter qu'il ne se serait pas trouvé un homme capable de vous exposer quel bénéfice permanent on tirerait de cette formidable collision, quel profit compenserait tant de destructions et de souffrances, quelle que dût être l'issue de la lutte. Cette obsession guerrière correspondait, dans le microcosme national, à l'envie haineuse et égoïste qui agitait mon microcosme individuel. Par elle, on pouvait mesurer de combien l'émotivité générale dépassait l'intelligence commune. En elle se retrouvait l'héritage de fureur animale que nous légua la brute dont nous descendons primitivement. De même qu'esclave de mon dépit et de mon ressentiment j'errais, mon revolver au poing en quête d'on ne sait quel crime vague et indéterminé, de même ces nations, surexcitées et délirantes, parcouraient le globe avec leurs marines et leurs armées formidables, prêtes à en venir au coup. Toutefois, elles n'avaient pas même une nétie comme prétexte. Il n'existait de part et d'autre que des griefs illusoires. Et la presse était l'instrument principal qui entretenait l'hostilité réciproque de ces deux peuples innombrables. La presse, ces journaux, qui nous paraissent aujourd'hui d'aussi étranges phénomènes que les nations, les empires, les trusts et les autres monstrueux groupements de jadis. La presse était un accident imprévu dans ce développement irrationnel de toutes choses. Elle était survenue comme la mauvaise herbe dans un jardin abandonné, comme tout, en somme, était survenu dans notre monde, parce qu'une claire volonté avait manqué pour faire lever quelque chose de mieux. Vers la fin, la presse était aux mains de ce type de jeunes arrivistes, sans cerveau, sans but, et besognant le néant avec un zèle et un orgueil inconcevables, car, pour comprendre vraiment cette étrange époque à laquelle la comète mit un terme, il faut se la figurer débordante d'énergie vaine et d'une activité aussi fébrile que futilement dirigée. Laissez-moi vous expliquer comment se fabriquait quotidiennement un journal. Figurez-vous tout d'abord un bâtiment hâtivement construit, d'après des plans conçus plus hâtivement encore, au fond de quelques ruelles infectes et encombrées de chiffons de papier dans les bas-fonds du vieux Londres. Avec une vélocité de projectiles, une nuée d'hommes mal vêtus y entre et en sort. À l'intérieur, au fond d'une sorte de cuisine infernale, des machines. Sous le pianotage précipité des compositeurs, fondent des classes des caractères de métal. Au-dessus, dans des alvéoles très éclairées, des hommes échevelés écrivent, courbés sur leur papier. La pulsation sonore des téléphones, le cliquetis du télégraphe, la hâte des express se mêlent au va-et-vient affolant d'hommes en sueur qui serrent des paquets d'épreuves et de copies. Voici maintenant le tintamarre des machines, les grands cylindres multipliant leurs révolutions, comme atteints à leur tour de folie, des mécaniciens qui, semble-t-il, n'eurent jamais le temps de se laver les mains depuis leur naissance, se précipitent armés de burettes et le ruban indéfini du papier se déroule avec une rapidité frissonnante. Le directeur arrive comme un bolide sur une auto aux explosions sonores.
Il a sauté à terre avant que la machine fût arrêtée. Les mains pleines de manuscrits et de lettres, il s'engouffre dans la fournaise, décidé à talonner son personnel et réussissant, en effet, à se fourrer dans les jambes de tout le monde. À sa vue, les petits messagers qui attendent sur le banc du vestibule se lèvent et courent çà et là, animer encore le tableau en imaginant des collisions, des jurons, un brouhaha assourdissant, une incohérence illimitée. À mesure que la nuit s'avance, tous les rouages complexes de cette machine folle fonctionnent vertigineusement dans un crescendo de hâte et de surexcitation. Dans les locaux bourdonnants et trépidants, seules les aiguilles de l'horloge poursuivent leur course lente et mesurée. Enfin, le résultat de tous ces efforts va paraître. Sous l'aube grise, les rues sombres et désertes sont soudain envahies par un flot de voitures au galop et d'hommes au pas de course. L'édifice crache des journaux à chaque issue, des paquets, des rouleaux, des torrents de papier qui sont lancés et attrapés en une sorte de joute turbulente. Et la horde frénétique se disperse aux quatre coins de l'horizon, comme des semeurs fantastiques. Le bâtiment a vomi son activité, qui devient désormais tout extérieure. Les scribes des petits alvéoles bâillent, descendent de leur siège et regagnent leur logis. Les compositeurs s'en vont étirant leurs membres ankylosés. Les machines se ralentissent et se taisent. Le journal est fait. On le distribue à présent. D'immenses ballots encombrent les gares. Des trains les emportent qu'une seconde de plus ils auraient manqué. En route, ils se fragmentent et, sous forme de projectiles, sont jetés au passage sur des quais de gare où avidement on les recueille. Ils se fragmentent encore en paquets de toutes dimensions, par 100, par 10 journaux, par unité. Enfin, l'aube arrive, sans qu'on le remarque dans le tumulte des crieurs qui parcourent les rues à toutes jambes, glissent leurs journaux dans les boîtes aux lettres, les poussent sous les portes, les disposent à la devanture des kiosques et des étalages. Pendant l'espace de quelques heures, le pays entier est parsemé de feuilles blanches. Des placards sont affichés où des titres énormes vocifèrent, pour l'œil du passant, le mensonge du jour. Hommes, femmes lisent dans les compartiments des wagons, à la table du déjeuner, dans leurs lits. Des mères, des fils, des filles attendent impatiemment que le père ait fini. Des millions d'êtres épars sur la surface du pays lisent sans désemparer ou aspirent fiévreusement à lire. C'est une inondation de papier imprimé. L'océan a projeté son écume dont les blancs flocons ont pointillé la grève et, avant que la vague se retire, l'écume s'est évaporée. Tout cet effort, tout ce paroxysme tapageur, toute cette surexcitation superflue n'est plus que néant et ne fut jamais qu'insanité, sottise malfaisante, force gaspillée, dépourvue de sens et de raison d'être. C'était une de ces feuilles que je tenais, assis auprès de ma mère dans la cuisine en sous-sol, entre le garde-feu où reposait mon pied, les épluchures de pommes de terre tombant des doigts actifs de la ménagère. L'aise en tête m'avait secoué comme un glapissement, et j'en oubliais mes propres malheurs. Ce papier répandait un miasme de fièvre. Le mal me saisit comme il saisissait les 41 millions d'Anglais qu'infectaient ces mensonges, provoquant en même instant une réaction identique. La feuille sensationnelle dressait, en ligne de bataille, debout et face à l'ennemi, toutes ses inconsciences. La comète était oubliée. Enfin, à la seconde page, une manchette énonçait « Les savants disent que la comète entrera en collision avec la Terre. Les conséquences en seront-elles graves ?» Nous n'avions Dieu que pour l'Allemagne. Cette entité malveillante surgissait à mes yeux sous les apparences d'un empereur corseté, aux moustaches agressives, déployant une envergure héraldique et noire, et muni d'un sabre colossal. Cette entité avait insulté notre drapeau. Le monstre, à en croire le nouveau journal, avait apparu dans notre ciel, le geste menaçant et crachant sans métaphore sur l'étendard impollué de ma nation. Somme toute,
Quelqu'un avait hissé un drapeau anglais sur la rive droite d'un fleuve des tropiques dont je n'avais jamais entendu parler, et un officier allemand ivre, obéissant ou n'obéissant pas à des instructions d'ailleurs ambiguës, l'avait jeté bas. Ensuite de quoi un de ces si précieux indigènes de ces régions indiscutablement sujets britanniques avait reçu une balle dans le mollet. Les circonstances de l'incident étaient rien moins que clairement établies. De fait, rien n'était bien établi, si ce n'est que nous n'étions pas disposés à supporter les outrages de l'Allemagne. De quelque façon que les choses se fussent passées, nous étions décidés à exiger des excuses et une réparation que, de leur côté, les Allemands n'étaient nullement disposés à nous accorder. « Enfin, nous avons la guerre !» disait la manchette, et mon cœur bondissait d'un patriotique assentiment. Mon imagination ne me montrait plus que batailles et victoires sur terre et sur mer, bombardements, tranchées, amoncellement de cadavres. Ah, Nettie reculait bien loin de ma pensée. Le lendemain, toutefois, je me mis en marche vers Checkshill, plein d'un espoir nouveau, tout à moi-même et à mes amours, complètement insoucieux des comètes, des grèves et des guerres. Cinquièmement, je dois le répéter, en partant pour Checkshill, je n'avais pas de projet meurtrier. À vrai dire, je n'avais aucun projet. Sans doute, mon esprit débordait d'imagination dramatique, de scènes de menaces, de reproches terribles, mais l'idée d'un meurtre ne m'était pas venue. Le revolver devait seulement compenser mon infériorité d'âge et de vigueur en face de mon rival. Et encore, ce revolver, je l'emportais parce que j'étais un jeune imbécile et que sa possession dramatisait un peu mon geste. Mon pied avait repris de la force et tout au long de cette course de 25 kilomètres, je me sentais envahi par un espoir irraisonné. Était-ce la continuation d'un rêve interrompu? Mais au réveil, j'étais persuadée que Nettie se repentait de son attitude à mon égard, qu'elle me rendait toute son affection, en dépit de ce que j'avais imaginé. Nettie allait dissiper tous mes soupçons. J'en arrivais même à me convaincre que mon interprétation de ce que j'avais vu était absolument chimérique. Mais tout de même, le revolver faisait bien dans ma poche. Quand je pénétrais dans le parc, ces réflexions m'absorbaient encore. Mes yeux baissés rencontrèrent quelques dernières jacinthes, et ainsi je revécus la scène de nos aveux. Avoir cueilli ces fleurs ensemble, pour ne devenir l'un pour l'autre que des étrangers indifférents, ce n'était pas possible. Un attendrissement m'envahissait, et le cœur m'en battait encore quand j'abordais l'allée des Houes. Puis, soudain, l'image éthérée de mon premier amour se précisa. Ce fut la Nettie du désir, celle que guettait dans l'ombre le monsieur en habit dont la silhouette m'était apparue au clair de lune. La lumière printanière pâlit, et je me retrouvais dans les ténèbres de mon ressentiment. Le cœur lourd, je traversais les jardins et, au seuil de la petite porte verte qui donne accès dans l'enclos, je fus pris d'un tremblement tel que je ne pus saisir le loquet. Je vis clairement, dans mon esprit, l'aboutissement fatal de tout ceci. Un froid m'envahit, je devais être blême. J'eus pitié de moi-même et m'étonnai de la grimace involontaire qui plissa mes joues mouillées de larmes. Vaincu par mon émotion, je cédai à une violente crise de désolation. Lâchement, je réclamai une minute de répit. Tournant le dos à la porte, je m'éloignai en titubant et m'affalai enfin sur l'herbe, la poitrine secouée de sanglots. Le calme me revint peu à peu, et je restai quelques minutes étendu sans bouger. L'idée me hantait de renoncer à mes desseins. Puis, soudain, mon émotion s'évanouit comme un nuage, et je pénétrai fort posément dans l'enclos. À travers le vitrage d'une des serres, j'aperçus le vieux Stuart. Il regardait devant lui, les mains dans les poches, si profondément absorbé qu'il ne me remarqua même pas. L'aspect général du cottage présentait quelque chose d'insolite. Quand, après une courte hésitation, je fus arrivé devant la façade, je remarquai qu'une des fenêtres du premier, entrebâillée, laissait pendre un brise-bise au bout de sa tringle décrochée.
Cela donnait à la maison une physionomie négligée, fort peu en rapport avec son apparence coutumière. La porte était grande ouverte et le silence régnait, absolu. Chose inouïe, à 2 heures de l'après-midi, il y avait encore, sur une des chaises de la salle, 3 assiettes sales l'une dans l'autre, avec des couteaux et des fourchettes. J'entrai déconcerté par ce désordre. Mais soudain, revenant sur mes pas, je saisis le heurtoir et rompis le silence en appelant d'une voix que je rendis aussi gracieuse que possible. Pas de réponse. J'étais là, immobile, et, dans l'attente, ma main glissa instinctivement jusqu'à mon arme. Un pas se fit entendre au premier et tout retomba dans le silence. La tension de mes nerfs me rendit toutes mes facultés. Je portais la main de nouveau sur le heurtoir quand Mimi se montra dans l'encadrement de la porte. Nous nous dévisageâmes un instant sans mot dire. Elle était toute décoiffée, sa figure portait des traces de larmes. Elle sembla sur le point de parler, puis descendit 4 à 4 le perron. « Écoute, Mimi, m'écriai-je en courant après elle. « Qu'est-ce qu'il y a, Mimi? Où est Nettie ?» Mais la fille est disparue à l'angle de la maison. Au moment où je me demandais si je devais la rejoindre, j'entendis une voix au premier. « Willy !» C'était la voix de Madame Stuart. « Willy, est-ce toi ?»« Oui, c'est moi, criai-je. Où êtes-vous tous? Où est Nettie? J'ai quelque chose à lui dire. » Elle ne répondit pas, mais au froufrou de sa jupe, je jugeai qu'elle avait gagné le palier. J'avançai jusqu'au pied de l'escalier, espérant qu'elle allait descendre. Et tout à coup, le plus étrange amalgame de sons, de sanglots, de paroles inarticulées retentit au-dessus de ma tête. C'étaient des bruits gutturaux, des exclamations angoissées, des paroles étouffées qui éclatèrent enfin en un grand cri de détresse. On aurait pu supposer que c'était les vagissements d'un enfant désolé. « Je ne peux pas, » geignait la voix. « Peux pas, » continua-t-elle à bredouiller. Cette émission de sons étranges ne pouvait, me disais-je, provenir d'une petite femme aux allures maternelles et bienveillantes, en qui je n'avais vu jusqu'alors que l'inégalable confectionneuse de gâteaux secs. J'en fus littéralement épouvanté. Gravissant l'escalier 4 à 4, je me trouvai en face de Madame Stuart qui, affalée, les coudes sur la commode, devant la porte de sa chambre à coucher, était en proie à un accès de larmes, comme je n'en vis jamais. Une torsade de cheveux échappés de son chignon pendillait en spirale entre ses épaules. Je n'avais jamais remarqué qu'elle eût des cheveux gris. Entre 2 sanglots, Madame Stuart se lamentait. « Oh, faut-il que j'aie la honte de te dire une chose pareille, Willy ?» Et sa tête retombait, le flot de larmes coupant ses paroles. Je restais muet d'étonnement, puis me rapprochai d'elle. Je me rappelle encore que son mouchoir était trempé comme un linge qu'on sortirait de l'eau. « Oh, faut-il que j'aie vécu jusqu'à ce jour maudit ?» répétait-elle. Larmoyante, j'aurais préféré la voir morte à mes pieds. Je commençais à comprendre. « Où est Nettie? Parlez, je vous en supplie, » articulai-je, la gorge serrée. « Faut-il que j'aie vécu jusqu'à ce jour ?» reprit Madame Stuart en guise de réponse. J'attendis que le calme lui fût revenu. Je ne pensais plus à mon arme et ne pouvais plus desserrer les dents. Bientôt Madame Stuart parut plus maîtresse d'elle-même et, se redressant, elle essuya ses paupières pour souffler. « Willy, elle est partie, dit-elle, dans son dernier sanglot. Elle s'est sauvée, elle a quitté les siens. Oh, quelle honte, Willy, quel péché !» S'affalant sur mon épaule, elle m'étreignait dans sa douleur, souhaitant encore que sa fille fût morte. Tremblant de tout mon être, mais d'une voix dont je cherchais à maîtriser l'émotion, « Savez-vous où elle est allée ?» Je ne pus rien tirer de la pauvre femme, toute à son affliction, et je dus lui prodiguer des paroles d'espoir et de consolation, alors que mon âme succombait sous le poids des choses irrévocables. « Nous n'en savons rien, soupira-t-elle, puis avec une sorte de volubilité. « Hier matin, elle est sortie. Tu te fais belle, lui ai-je dit, pour une visite du matin. À la belle journée, belle parure, répliqua-t-elle. À belle journée, belle parure, répliqua-t-elle. Oh, Willy, ce sont ses dernières paroles. Pas un mot de plus, Willy, à moi qui l'ai nourrie de mon lait. »« Calmez-vous, voyons, calmez-vous, murmurai-je. Vous ne savez pas où elle est ? » Elle est partie toute souriante, tirée à 4 épingles, partie pour toujours.
cette maison comme heureuse de s'en aller. Et un écho dans mon cœur répétait « heureuse de s'en aller ». « Tu es bien belle ce matin, lui ai-je dit, bien belle. Laisse la fillette se pomponner pendant qu'elle est jeune, fit le père. Elle avait préparé un paquet de ses effets qu'elle avait caché dans la haie. Oh, elle est partie pour toujours, c'est sûr. Madame Stuart s'était calmée, et après une courte interruption, elle reprit. Qu'elle se pomponne pendant qu'elle est jeune. Comment continuer à vivre maintenant, Willy? Oh, il n'a rien dit, lui, mais elle est comme une bête frappée à mort. C'est au cœur que le coup a porté. C'était sa fille préférée. Jamais il n'a aimé Mimi comme il aimait celle-là. Ah, elle lui fait saigner le cœur. Mais où donc est-elle partie? Est-ce que nous savons, nous? Elle a abandonné les siens. Elle veut agir à sa guise. Oh, Willy, j'en mourrais. Ah, je voudrais qu'elle et moi nous fussions couchés dans la même tombe. Mais, dis-je avec effort et en humectant de ma langue mes lèvres desséchées, il se peut qu'elle vous ait quitté pour se marier. Oh, si cela pouvait être. J'ai prié pour cela. J'ai prié le bon Dieu qu'il ait pitié d'elle, de lui, de celui avec qui elle est. Je sursautais. Qui ça? Dans sa lettre, elle a dit que c'était un gentleman. Oui, elle a dit que c'était un gentleman. Elle vous a donc écrit? Puis-je voir la lettre? C'est son père qui l'a. Mais alors, si elle a écrit, quand a-t-elle écrit? La lettre est arrivée ce matin. Mais d'où venait-elle, cette lettre? On peut savoir par le cachet. Elle ne dit pas où elle est. Elle nous prévient seulement qu'elle est heureuse. Elle raconte que l'amour l'a prise comme un ouragan. Quelle blague, interrompis-je avec un juron. Où est la lettre? Montrez-la-moi. Et quant à votre gentleman, elle me fixa tout à coup. Vous savez qui c'est? Soufflai-je. Willy, protesta-t-elle. Vous savez qui c'est, qu'elle l'ait nommé ou non? Son regard essaya une muette dénégation. C'est le jeune Verror. Nos regards s'étaient compris. Elle retomba affalée sur la commode, serrant dans sa main son mouchoir trempé. Je vis bien que je n'en tirerais plus rien, qu'elle avait fui l'obsédante interrogation de mes yeux. Toute la pitié qu'avait pu m'inspirer son chagrin se dissipa du coup. Elle savait aussi bien que moi que le séducteur de sa fille était le fils de leur maîtresse. Elle le savait depuis longtemps, elle l'avait deviné. Je la regardai un instant encore, stupéfait et écœuré. Puis ma pensée se reporta soudain vers le vieux Stuart, debout là-bas dans la serre, et je redescendis l'escalier. En levant les yeux une dernière fois, je vis la mère Stuart qui, courbée encore à moitié, se relevait pour regagner sa chambre. Sixièmement, le vieux Stuart faisait pitié. Je le retrouvai toujours inerte dans la serre où je l'avais d'abord aperçu. Il ne fit pas un mouvement à mon approche, un simple coup d'œil de mon côté, puis il reprit sa contemplation des pots et des fleurs devant lui. « Eh bien, Willy, c'est un jour noir pour nous tous, dit-il. »« Qu'allez-vous faire ?» questionnai-je. « La mère en est si affectée que je suis venue ici. Qu'avez-vous l'intention de faire? Que veux-tu qu'un homme fasse en un cas pareil? »« Qu'un homme fasse, criai-je. Qu'un homme fasse. Il devrait l'épouser. »« Pour ça, oui, répliquai-je. Il faudra bien qu'il l'épouse. »« Il le devrait, reprit le père. C'est cruel. Mais moi, que veux-tu que je fasse? Supposons qu'il ne veuille pas réparer. Et c'est probable qu'il ne le voudra pas. Que faire alors? » Sa tête retomba sous le poids de son désespoir. « Tiens, vois-tu ce cottage ?» fit-il, poursuivant l'argumentation intérieure que j'avais dû interrompre. « Nous y avons passé notre vie, on peut dire, en déguerpir, à mon âge. On ne peut pourtant aller mourir dans un taudis. » Je restai muet, m'efforçant, dans l'intervalle de ses phrases décousues, de deviner sa pensée. Je n'hésitais pas à trouver abominable sa léthargie morale et la flottante pauvreté de ses raisonnements. « Vous avez sa lettre ?» demandai-je brusquement. Il glissa la main dans sa poche de gousset, demeura immobile un temps, puis, comme sortant d'un songe, tira la missive de son enveloppe et me l'attendit. Enfin, se tournant vers moi pour la première fois, « Qu'est-ce que tu as au menton, Willy ?»« Ce n'est rien, je me suis cognée. »
et j'ouvris la lettre. C'était un papier de fantaisie vert pâle et le style me parut plus médiocre et plus banalement prétentieux encore que de coutume. L'écriture ne trahissait aucune émotion, les caractères étaient arrondis, droits et nets, au point de rappeler un cahier de classe. Les lettres de Nettie m'avaient toujours fait l'effet d'un masque sur son image. Elle s'abaissait comme un rideau devant le charme changeant de son visage. Le son clair de sa voix légère s'étouffait dans le souvenir, comme si l'on se fût trouvé tout à coup en face d'un autre être, né de cette page calligraphiée. Voici la lettre. Ma chère mère, ne vous tourmentez pas de mon départ, je suis en lieu sûr avec quelqu'un qui m'entoure d'affection. Je suis désolée à cause de vous tous, mais cela devait arriver. L'amour est chose étrange et s'empare de vous, soudain, on ne sait comment. N'allez pas croire que j'éprouve de la honte, je suis fière de mon amour et vous n'avez pas à vous soucier outre mesure de mon sort. Je suis très, très heureuse. Ceci souligné plusieurs fois. 1000 baisers à père et à Mimi, votre fille qui vous aime, Nettie. Le drôle de petit document. Je le vois maintenant tel qu'il est, enfantin et simple, mais à ce moment-là, je ne le lus qu'avec un sentiment d'angoisse et de rage contenue. Cette lecture me plongea dans un abîme de honte et de désespoir. Il me semblait que je ne pouvais plus relever la tête avant d'avoir accompli ma vengeance. Je restai en contemplation devant cette écriture d'écolière, redoutant de parler ou de bouger. Enfin, je jetai les yeux sur Stuart. Il tenait l'enveloppe entre ses doigts calleux et fixait de son regard baissé le timbre de la poste. « On ne peut même pas savoir où elle est, » dit-il en retournant l'enveloppe avec un geste impuissant. « C'est dur pour nous, Willy. Elle n'avait vraiment pas à se plaindre. Choyée par tous, on ne lui laissait même pas faire le ménage. Et la voilà envolée comme un oiseau qui a senti ses ailes. Pas un mot de confiance envers nous, c'est ça qui me renverse, elle risque. Mais voilà, qu'est-ce qui va lui arriver? Et à lui, qu'est-ce qui va lui arriver? Il remua la tête comme pour témoigner que la solution de ce problème dépassait ses moyens. Vous allez les relancer, continuai-je d'une voix tranquille. Vous allez le forcer à l'épouser. Où veux-tu que j'aille? Interrogea-t-il, désarmé, en me tendant l'enveloppe. Et qu'est-ce que je pourrais faire quand même je saurais? Comment veux-tu que je laisse les jardins? Bon Dieu, m'écriai-je, les jardins. Il s'agit de votre honneur, mon bonhomme. Si elle était ma fille, si elle était à moi, je mettrais la terre sans dessus-dessous et vous allez supporter ça. Je suffoquais. Que faire? Forcez-le à l'épouser. Cravachez-le, je vous dis, cravachez-le. Il se gratta pensivement les poils de la joue, entr'ouvrit la bouche et secoua la tête. Puis, avec un ton d'intolérable et douce sagesse, il dit « Des gens comme nous, vois-tu, Willy, ne peuvent pas faire ces choses-là. » Je manquais de devenir fou. Je l'aurais giflé. Jadis, étant gamin, je trouvai un jour un oiseau mutilé par un chat, et, dans un accès d'horreur et de pitié, je l'achevai. C'est ce sentiment que j'éprouvais devant cette âme éclopée, se débattant dans la poussière devant moi. Puis, tout à coup, je me désintéressai de lui et de sa misère. « Voyons, fis-je. » Il me tendit l'enveloppe, comme à contre-cœur. « Voilà, dit-il, et son gros doigt m'indiqua le timbre. Y connais-tu quelque chose? Le timbre adhésif, habituel en ces temps-là, était oblitéré par le cachet circulaire de la poste, lequel portait le nom du bureau expéditeur et la date d'expédition. L'impression était imparfaite, par défaut d'ancrage, et la moitié des lettres manquait. Je pouvais distinguer H-A-P-A-M-P et au-dessous D-S-O. Je devinais le nom dans un éclair intuitif. Shaphambury. Les lacunes même façonnaient ce nom pour mon esprit et peut-être aussi, à peine visible, d'autres lettres se laissaient-elles deviner. C'était une ville de la côte est, dans le Norfolk ou le Suffolk. Comment? M'écriai-je. Mais je m'interrompais soudain. Pourquoi le lui dire après tout? Le vieux Stuart avait vivement levé les yeux et me dévisageait presque peureusement. « Tu n'as pas trouvé ?» balbutia-t-il. Je casai ce nom, Shaphambury, dans ma mémoire et lui repassai l'enveloppe. J'ai cru d'abord que ça pourrait être Hampton. Comment Hampton? Où trouves-tu Hampton, Willy?
tu vois encore moins que moi. » Il glissa la lettre dans l'enveloppe et se redressa pour la replacer dans son gousset. Décidé à mettre tous les atouts dans mon jeu, j'écrivis très vivement et à l'abri de son regard sur ma manchette défraîchie le mot « Shaphambury ». Je me retournai ensuite d'un air fort tranquille et commençai une phrase banale, laquelle, je ne sais, mais je n'eus pas le temps d'achever, car, en levant les yeux, je vis une troisième personne devant la porte de la serre. Septièmement, c'était Madame Verrall, mère. Je voudrais vous dépeindre exactement cette vieille petite dame, extraordinairement blonde, au profil aquilin, avec une physionomie timide, malgré un grand air de dignité assumée. Elle était fort richement mise. Richement mise. J'aimerais souligner ces mots. Il n'est personne au monde aujourd'hui qui soit aussi richement mis que l'était cette vieille dame. Cette somptuosité nous est inconnue désormais. Mais n'allez pas vous figurer des coupes extravagantes ou des splendeurs de coloris. Le noir et le marron dominaient dans cette toilette, dont toute l'opulence provenait de la valeur des étoffes et des garnitures. Elle affectionnait les soies brochées aux dessins compliqués, les coûteuses dentelles noires sur transparent de satin crème ou mauve, les empiècements et parements ouvragés où saillent lacets des tortilles de velours et, en hiver, des fourrures rares. Elle était exquisement gantée. Des chaînes d'or et de perles orgueilleusement simples et d'innombrables bracelets enserraient sa petite personne. Il était évident que le moindre détail de sa toilette avait plus coûté que la garde-robe d'une douzaine de jeunes filles comme Nettie. Son chapeau affectait une modestie qui dédaignait toute parure. La richesse, voilà la première impression que donnait cette vieille dame. La seconde était une irréprochable propreté. On sentait que la vieille Madame Verrall était impeccablement propre. Vous auriez pu faire bouillir ma pauvre vieille mère dans l'eau de cristaux pendant 1 mois, qu'elle n'aurait jamais été aussi propre que Madame Verrall l'était manifestement et tous les jours. Mais ce qui dominait sa tournure générale, c'était la confiance en soi et la certitude de la subordination du monde entier à sa grandeur. Bien que pâle et un peu essoufflée, ce jour-là, elle n'avait rien perdu de cette assurance. Elle venait évidemment entretenir le vieux Stuart de l'explosion de passion qui avait jeté un pont naturel sur l'abîme qui séparait leurs deux familles. Me voici de nouveau réduit à employer des mots inintelligibles pour mes plus jeunes lecteurs. Ceux qui connaissent notre monde tel qu'il est depuis le grand changement jugeront inconcevable une bonne partie de ce que je vais raconter. Je ne puis plus m'en référer qu'aux témoignages des journaux de jadis. L'état de choses que je décris était si bien accepté par tous qu'on n'eût jamais songé à l'analyser ni à le commenter. L'Angleterre et l'Amérique, tout comme le reste du monde civilisé, étaient alors partagés en 2 classes, les gens bien assis et ceux qui se tenaient debout, ceux qui jouissaient de la sécurité et ceux qui en manquaient totalement. Il n'y avait dans ces 2 pays aucune vraie noblesse. Les lords anglais, par une erreur commune, étaient considérés comme nobles, mais ni la loi ni les coutumes n'anoblissaient leur famille. La noblesse pauvre de Russie, par exemple, ne trouvait nulle analogie parmi nous. Une pairie était un titre de possession héréditaire qui, comme le domaine foncier, n'intéressait que les aînés de la maison. Il n'entraînait ce titre aucun lustre de noblesse oblige. Tout le reste du monde était, en droit et en fait, roturier. Mais, par suite de l'établissement de la propriété privée du sol, née en Angleterre grâce à la déchéance progressive des obligations féodales, en Amérique grâce à l'absence absolue de prévoyance politique, de vastes domaines avaient fini par se fixer entre les mains d'une petite minorité, avec laquelle toute nouvelle entreprise publique ou privée devait nécessairement compter. Cette minorité était amalgamée non pas par quelques traditions de services antérieurs et de distinctions originelles,
mais par la sympathie naturelle qui lie ceux dont les intérêts sont identiques et qui mènent une existence large et luxueuse. Cette classe était sans frontières bien définies, de vigoureuses individualités, par des moyens le plus souvent violents et douteux, se poussaient sans cesse au rang des gens bien assis, hors de l'insécurité et vers la certitude du lendemain. Par contre, les fils et les filles des familles assises pouvaient souvent, soit en gaspillant leurs biens, soit en se mariant dans la classe sans sécurité, soit à la suite d'une conduite dépravée, retomber dans la vie d'anxiété et d'incertitude matérielle, lot commun du plus grand nombre, c'est-à-dire de ceux qui, dépourvus de tout bien foncier, n'arrivaient à exister légalement qu'en travaillant directement ou indirectement pour la classe solidement assise. Et telle fut, avant le grand changement, la pauvreté de notre intelligence, tel fut l'égoïsme de nos sentiments, que fort peu de ces jouisseurs auraient pu concevoir que cet ordre, tel fut l'égoïsme de nos sentiments, que fort peu de ces jouisseurs auraient pu concevoir que cet ordre de choses ne fût fatal et naturel. C'est la vie de ceux que talonnait cette insécurité quotidienne que j'expose ici. Je voudrais vous faire sentir quelque peu son amertume désespérée. Toutefois, n'allez pas vous imaginer que les autres vécussent des heures de bonheur paradisiaque. Ils étaient forcés de contempler à leurs pieds, sans rien y démêler, l'abîme où grouillait la foule en détresse. La vie autour d'eux était laide, les sordides masures, laide la cohue en guenilles, laid les étalages vulgaires où s'approvisionnait un peuple miséreux. Sous la tranquillité superficielle de leur esprit s'agitait un doute, une appréhension, et non seulement ne se préoccupaient-ils pas des questions d'économie sociale, mais ils affichaient un désir instinctif de n'y pas penser. Leur sécurité n'était pas telle qu'ils ne redoutassent de glisser à l'abîme, et leur ingéniosité s'inquiétait sans cesse et peu noblement de s'unir les uns aux autres par de nouveaux liens, de cultiver leurs relations et leurs intérêts, de consolider et d'améliorer leur position. Lisez seulement ceux de leurs livres qui nous restent. C'est dans Thackeray que vous trouverez la plus savoureuse description de ces existences. La maladie n'avait nul égard aux distinctions de classe, et leurs serviteurs donnaient aux gens bien assis de constants ennuis. À chaque génération, ils se lamentent sur la décadence de la fidélité chez les serviteurs, fidélité hypothétique qu'aucune génération ne connut jamais. Un monde pourri dans un de ses membres est pourri dans tout le corps social. Persuadés qu'il n'y avait pas assez de bien pour tous, les gens bien assis attribuaient une fatalité divine à cet état de choses et ils sauvegardaient passionnément leur prétendu droit à la part disproportionnée qu'ils détenaient. Ils se groupaient mondainement en société, et leur choix de ce mot pour qualifier leur groupement dit assez bien la valeur de leur philosophie sociale. Aussi bien, si vous pouvez vous rendre compte de ces idées qui forment la base du vieux système, vous percevrez facilement l'horreur que provoquait chez ces gens le mariage d'un des leurs dans la classe dépourvue de sécurité matérielle. Leurs filles et leurs femmes se prêtaient rarement à ces mésalliances, et pour l'un et l'autre sexe, la chose prenait l'allure d'un crime et d'un désastre social. Tout était préférable à cette monstruosité. Le sort abominable des filles pauvres qui, s'étant à la nature, avaient négligé la formalité du mariage ne vous est guère connu, et vous ne concevez pas sans difficulté la situation de Nettie et du jeune Verrall. L'un ou l'autre devait nécessairement pâtir, et comme tous deux étaient en proie à une grande exaltation émotionnelle, et capables par conséquent des plus étranges générosités réciproques, voici la question qui se posait à cette mère inquiète. Son fils serait-il la victime élue? Et Nettie, en conclusion de ce commerce téméraire, ne reparaîtrait-elle pas comme la maîtresse légale du château de Chexhill? Les chances n'étaient pas grandes en faveur de cette éventualité, mais il y en avait des exemples. Ces lois sociales et ces coutumes nous semblent aujourd'hui l'invention de quelques fous, à l'esprit pernicieux,
C'étaient toutefois des faits incontestés et la règle quotidienne de ce monde évanoui. Par contre, tout rêve d'amélioration était taxé de démence. Pensez-y un instant. La jeune fille que j'adorais de toute mon âme et à laquelle j'étais prêt à sacrifier ma vie n'était pas digne d'épouser le jeune Verrall. Et pourtant, je n'avais qu'à regarder ce beau jeune homme à la figure sans caractère pour reconnaître en lui un être plus faible et nullement meilleur que moi. Elle serait son jouet jusqu'à ce que, lassé, il la rejetât, et le poison social avait à ce point corrompu la nature de Neddy. L'habit du jeune oisif, son allure dégagée, son argent lui avaient paru chose si belle, comparée à ma misère, qu'elle avait consenti à tout sans arrière-pensée. Et néanmoins, le fait de critiquer ces conventions sociales était la marque alors de ce qu'on appelait la haine des classes, et des prédicateurs bien nés nous sermonnaient longuement à la moindre récrimination contre une injustice tellement criante qu'aucun homme aujourd'hui vivant ne consentirait à la subir ou à en profiter. À quoi bon prêcher l'amour et la paix quand ce n'était surtout que lutte et exécration? S'il existait dans le désarroi de ce vieux monde un espoir, on ne le pouvait entrevoir que dans la révolte et la guerre à mort. Si vous avez saisi tout ce qu'avaient de honteux et de grotesque ces conditions d'existence, vous êtes à même de conjecturer de quelle façon j'interprétais d'emblée l'apparition de Madame Verrall. Elle venait proposer un compromis, et les Stuart étaient prêts à transiger. Ce n'était que trop évident. Une révolte de dégoût en face de ces pourparlers qui allaient avoir lieu entre Stuart et la châtelaine m'amena à agir avec violence et avec un manque de bon sens absolu. J'éprouvais le besoin de m'évader pour ne pas être témoin de la scène, pour ne pas même voir le premier geste du vieux Stuart, de m'évader à tout prix. Je fis, dis-je, en lui tournant le dos sans dire adieu. Je ne pouvais m'esquiver qu'en passant devant la vieille dame. Aussi, je marchai droit sur elle. À mon approche, elle ouvrit la bouche, écarquilla les yeux, plissa le front. Elle me prenait évidemment, à première vue, pour un quidam assez alarmant et, devant ma façon de foncer sur elle, pour ainsi dire, elle demeura bouche bée, en haut des 3 ou 4 marches qui descendaient dans la serre. Mon allure était si déterminée qu'elle recula d'un pas pour me laisser place, avec un air de dignité offensée. Je ne fis aucun signe de salutation, et pourtant je la saluai, somme toute, à ma façon. Ce n'est pas le cas ici de m'excuser, si j'ai seulement pu vous exposer clairement les circonstances de temps, de lieu et de personne. Vous comprendrez et vous me pardonnerez. Je débordais du désir brutal et irrésistible d'insulter une opulente propriétaire. J'interpellai cette pauvre petite vieille si richement accoutrée dans les termes suivants où je l'englobais dans un pluriel injurieux. « Odieux voleur de terre, vous voilà donc venu pour leur offrir de l'argent. » Et, sans attendre sa riposte, je la dépassai brutalement, les poings fermés, ayant hâte de me sentir loin d'elle. Quel effet avais-je pu produire sur cette vieille dame pour qui je n'avais été, jusqu'à ce jour, qu'une petite entité humaine, entreaperçue peut-être comme une tache noire insignifiante, cheminant au long de ses futaies? Que signifiait pour elle mon apparition, au moment précis où, en proie à une douleur intime, elle venait, parée de son prestige, chercher dans ses propres serres le vieux Stuart, son jardinier. Avec un grossissement cinématographique, je m'étais avancée vers elle, du fond de l'allée, grandissant à chaque pas, jusqu'à me dresser, magnifiée au-dessus d'elle, comme le fantôme presque d'une révolution, cependant qu'à ses oreilles retentissait le grondement déplacé de mes insultes inintelligibles. Elle avait cru sans doute voir surgir l'anéantissement. Puis soudain, le fantôme s'était évanoui. Le monde reprenait, à ses yeux, son cours normal, et mon passage ne laissait dans son esprit que le sentiment d'un vague péril. Mon erreur d'alors était de considérer globalement les riches comme de volontaires exploiteurs, pleinement conscients de l'iniquité de leurs privilèges, clairement renseignés sur leurs injustices qu'ils se refusaient obstinément à redresser. De fait,
La vieille Madame Verroll était aussi incapable d'un doute sur la parfaite moralité des droits de sa famille, à dominer toute une partie du pays qu'elle eût été incapable de critiquer les 39 articles fondamentaux de l'Église établis ou d'examiner la légitimité des autres assises sur lesquelles reposait sa sécurité. Elle avait pu ressentir de la peur, mais y démêler quoi que ce soit. Elle ne l'avait certainement pas essayé. Nul de sa classe ne comprit, en ces jours de révolte, les soudaines lueurs de haine jaillies de l'ombre. Pour ces gens, c'était comme une sinistre figure de cheminot qui éclaire soudain la lanterne d'une voiture et que la nuit engloutit de nouveau. Un cauchemar auquel il ne faut pas attacher d'importance et dont on écarte l'obsession au réveil. Et je vais m'arrêter là, à la fin du chapitre 3. Pardon, excusez-moi, j'arrive tout de suite. C'est à peu près ça. 1, 2, 3. Reste encore à peu près 5 ou 6 lectures. 5 ou 6 lectures. Ce matin, à mon réveil, pardon, je vous dis ça juste parce que cette lecture m'a fait penser à ça. Forcément pas qu'à ça, mais à plein de choses. Mais en tout cas, ça m'a rappelé cette chose à mon réveil. Je pensais à l'identité, à quel point c'était compliqué pour une personne de construire son identité ou de savoir à quoi correspondait son identité. Et cela me paraît totalement fou, alors que ça me paraît totalement fou qu'une personne qui naît, comme je vous ai dit, je suis pas du tout patriotique, je crois que c'est une très mauvaise chose. J'ai du mal avec le concept des nations et des États. Néanmoins, mais c'est dans une pensée utopique que comme on doit faire avec ce qui existe. Cela me paraît totalement fou. De changer le droit du sol pour la nationalité. En fait, qu'une personne, qu'un être humain naisse quelque part et ne puisse pas se dire être de cet endroit. Ça me paraît totalement fou, en sachant déjà tous les problèmes qu'il y a pour construire son identité. À partir du moment où des gens ont le droit effectivement d'être propriétaire de sources, de terres, avec de sous-sol, à partir du moment où même on se dit que des sociétés privées, des personnes privées se lancent à la conquête de l'espace, alors que moi, en tant qu'humaine, je ne suis pas d'accord. Personne ne m'a posé la question. Mais c'est vrai que j'aurais aimé qu'on me pose la question pour me dire, est-ce que
Est-ce que vous avez envie que référendum mondial, est-ce que vous avez envie que des sociétés privées se lancent à la conquête de l'espace? En tant que telle, j'aurais répondu non, mais peut-être que je suis toute seule, mais je ne crois pas. Et donc à partir de ce moment, si on doit faire avec ce qui existe, considérer que la propriété privée, tout ça, alors je trouve ça fou. Mais c'est vrai que c'est retourner là. La réflexion des personnes qui veulent faire en sorte que de restreindre la nationalité. Voilà. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça, ça n'a pas grand chose à voir avec mes lectures murmurées, mais c'est juste que je crois que j'ai éprouvé un petit agacement du côté du cœur, comme dirait Simon. Pardon. C'était pour être plus légère que j'ai fait cette citation. Une chanson qui n'est pas une chanson, pardon, mais un texte, le texte d'une chanson. En fait, c'est une chanson que je ne vais pas chanter, tout simplement parce que je ne suis pas assez douée pour faire ça. Déjà, ça va être un petit peu compliqué. Enfin, j'espère que vous comprendrez ce que je vais dire parce que c'est en anglais et que voilà, ce sera donc mon anglais. C'est une chanson que j'aime beaucoup, d'une artiste que j'aime beaucoup aussi, People's Faces de Kate Tempest. Souhaitez-moi bon courage. Non, je vais réussir. It's coming to pass. My country is coming apart. The old things becoming such a bumbling farce. Was that a pivotal historical moment we just went stumbling past? Here we are, dancing in the rumbling dark. So come a little closer. Give me something to grasp. Give me your beautiful, grumbling heart. Another disaster, catharsis, another of discard, mirage, another mask sleeps. I face off with the physical, my head's ringing from the love of the stars. There is too much pretense here, and too much depends on the fragile wages and extortionate rents here. We're working every dread day that is given us, feeling like the person people meet really isn't us. Like we're going to buckle underneath the trouble like any minute now. The struggle's going to finish us. And then we smile at all our friends. It's hard. We got our heads down and our ankles up. Our backs against the wall. I can feel you aching. None of this was written in stone. There is nothing we're forbidden to know, and I can feel things changing. Even when I'm weak and I'm breaking, I'll stand weeping at the train station, 'cause I can see your faces. There is so much peace to be found in people's faces. I saw it roaring. I felt it clawing all my clothes like a grieving friend. It said, there are no new beginnings until everybody sees that they always need to end. But it's hard to accept that we're all one and the same flesh, given the rampant divisions between oppressor, complicits, and oppressed. But we are though more empathy, less greed, more respect. All I've got to say has already been said. I mean, you heard it from yourself
when you were lying in your bed and couldn't sleep, thinking, could we be doing this differently? I'm listening to every little whisper in the distance, singing hymns, and I can feel things changing, but it's so hard. We got our heads down and our huckles up, our backs against the wall. I can feel your heart racing. None of this was written in stone. The current's fast, but the river moves slow, and I can feel things changing. Even when I'm weak and I'm breaking, I stand weeping at the train station, 'cause I can see your faces. I love people's faces. My sunny deserved, 'cause I can see your face.